Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Au cœur de l'éveil. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline qui nous parle du ciel et de sa magie. Caroline que je connais depuis maintenant un petit moment aussi, qui avait fait ma carte du ciel il y a maintenant à peu près 2 ans je crois, et avec qui j'ai aussi co-créé des belles choses cette année. Donc merci Caroline d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Merci et bienvenue. Et aujourd'hui je suis très heureuse de t'avoir avec moi pour qu'on puisse parler des astres, d'astrologie, qu'on puisse un petit peu parler de ce qui se passe en ce moment, de ce qui met le bazar dans le ciel depuis un petit moment. Donc avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, dire un petit peu ce que tu fais, ton parcours, voilà, que les gens puissent mettre une histoire derrière ton prénom? Oui, bien sûr. Donc, je pratique l'astrologie. Alors, l'astrologie qui a ça fait un peu plus de 10 ans que j'avais appelé astrologie intuitive, puisque je me rappelle quand j'avais commencé à étudier l'astrologie, je sentais qu'il y avait bien autre chose que juste la technique qui passait quand on lisait un thème. Et j'ai un parcours assez classique au départ, puisque j'ai fait des études de sciences politiques et de gestion culturelle. Et je me suis retrouvée en Amérique latine, et notamment au Honduras, où j'étais à l'ambassade. Et j'ai vécu un coup d'État, et le coup d'État m'a permis de partir au Guatemala dans un centre de méditation, où je commençais à rêver des étoiles et des planètes. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à étudier l'astrologie et que je me suis jamais vraiment arrêtée, en fait. Alors qu'au début, vraiment, je me rappelle, on me disait « Ah, tu vas en faire quelque chose ?» J'étais là « Non, surtout pas, c'est juste un passe-temps. » Et puis ça s'est fait un petit peu comme ça et ça continue, je dois dire. Donc, je trouve que c'est ce qui est beau avec l'astrologie, c'est que j'ai l'impression que c'est sans fin et on est toujours humble parce qu'on a toujours l'impression de rien savoir. Il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours il se passe tous les jours quelque chose parce que la lune elle change et je suis très, comme on peut dire en français, j'ai beaucoup de gratitude aussi de pouvoir le partager au travers des séances, maintenant aussi avec ce qu'on a créé toutes les deux dans la transmission, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux archétypes féminins qu'on va regarder avec les astéroïdes. Maintenant, je me plonge même dans l'astrologie hellénistique, qui sont les bases de notre astrologie, en fait, l'astrologie grecque. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui me passionnent. Et donc, du coup, tu fais des séances où tu expliques la carte du ciel aux personnes qui te contactent. Et puis moi, je t'avais contacté et j'avais adoré pouvoir connaître ma révolution solaire. C'est comme ça qu'on l'appelle, Ouais. savoir un petit peu ce qui va se Oui. passer dans l'année par rapport au transit des planètes. Peut-être que tu peux expliquer rapidement la différence pour que les gens puissent comprendre un Oui, petit peu. c'est vrai que des fois on pense, en fait, de toute façon, toujours tout part, en fait, si tu veux, de notre carte du ciel ou de notre thème natal ou thème de naissance. Hein. C'est les différents noms qu'on donne qui correspondent en quelque sorte à une sorte de photographie de la position des planètes le jour où on est né. Et à partir de là découle des techniques infinies, en fait. Et puis là, on en redécouvre à l'heure actuelle parce que beaucoup de textes grecs ont été traduits. Et une des principales, j'allais dire, choses qu'on va regarder pour que d'ailleurs, hein, c'est ce que j'aime préciser, toutes les personnes, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram ou sur ces choses-là, en fait, on est en train de parler là du ciel au moment d'aujourd'hui. Et après, ce qu'on appelle les transits, c'est comment les planètes dans leur position actuelle
active spécifiquement notre thème de naissance. Et la révolution solaire, c'est même une autre couche, puisque c'est chaque année, notre soleil, le jour de notre anniversaire, en fait, revient sur la position de naissance et ça dessine une nouvelle carte qui donne en quelque sorte une nouvelle dynamique de ce qu'on peut du potentiel qui est activé pour l'année à venir, donc l'année solaire, l'année de notre anniversaire. Mais c'est toujours lié au thème de naissance. On va dire les graines, c'est toujours le thème de naissance et les techniques finalement qui sont très très nombreuses. Il y a des choses super complexes après. Sont comment finalement on peut faire fleurir ces graines avec toujours. Comme on le voit actuellement, ça va dépendre de tous, de la spécificité de nos thèmes, mais il y a des grandes énergies collectives qui vont nous affecter plus spécifiquement que d'autres ou pas. Donc c'est ça qu'on regarde en fait en séance et je trouve que ça permet de tisser du sens et de rentrer en résonance aussi. J'allais dire, c'est toujours compliqué, c'est des questions que je me pose, tu sais, parce que on dit l'astrologie, à notre époque, on refuse cette astrologie prédictive. Mais quand on regarde les textes, l'astrologie a toujours été oraculaire, comme les oracles on est plus familier avec les oracles ou le tarot. Donc il y a quand même une dimension oraculaire dans l'astrologie qui fait que on va pas être là, oui, je vais être un devin et je vais prédire, mais l'énergie, par exemple, d'Uranus va forcément nous dire qu'il y a un changement, souvent soudain. Après, j'allais dire, la manifestation en termes d'événements, c'est ça qui est le plus difficile à dire et c'est ça qui peut couper, je trouve, du libre arbitre. Oui, c'est ça. On l'avait vu que de toute façon, la grande conjonction de l'année dernière, janvier, avec Pluton et Saturne en Capricorne, allait mettre un gros bazar, mais on savait pas encore exactement comment. Voilà. Mais en tout cas, peut-être que toi aussi tu l'avais senti. Moi, j'arrêtais pas de répéter dans mes retraites et dans mes stages. Vous verrez, en janvier, il va se passer quelque chose. Il faudra rester aligné, il faudra rester centré sur le cœur. Mais j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, quoi. Oui, parce que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit, ok, Saturne-Pluton, le dernier point de contact, qui n'était pas en Capricorne, qui était en Scorpion, c'était années 82-83, qui sont d'ailleurs mes années de naissance. C'est en effet, il y avait le virus du SIDA, mais il y avait aussi la guerre froide encore. Donc, il y avait des événements quand même qui ont marqué un changement de société. Et quand c'était en Capricorne, je crois que c'était en 1400 quelque chose, c'était la peste noire. Mais en effet, donc on voit bien que la position de ces planètes impacte en effet en profondeur la société, mais souvent on ne sait pas trop comment finalement, puisque je me rappelle quelqu'un au Guatemala qui me disait que quelque part le destin est écrit, mais on l'écrit aussi. Je trouve qu'il faut soutenir cette ambivalence en fait, comme un petit peu avec notre thème de naissance. Mais c'est vrai que beaucoup d'astrologues s'attendaient à ce que 2020 soit une année charnière. Et en plus, les aspects de ces planètes ont fait qu'un seul aspect. Ils se sont rencontrés qu'une fois, je crois que c'était le 20 janvier, non ? Quelque chose comme ça. 2020, oui, c'est ça, ou le 22, je ne sais plus. Et ça a enclenché quelque chose, puisque après, finalement, si on trace un petit peu les événements de 2020, c'était ce qu'on appelle la conjonction Pluton-Jupiter qui a marqué les pics à chaque fois du virus. Il y a plusieurs choses qu'on peut regarder, qu'on peut corréler. Et après, pour certaines personnes, cet aspect planétaire va toucher des points clés de notre thème qui va aussi nous dire comment au niveau micro, cette crise actuelle, pour l'appeler comme ça entre guillemets, peut nous affecter dans notre cheminement individuel. Moi, je l'ai bien senti vu que je suis ascendant Capricorne et que Jupiter est passé, Pluton est juste à côté. Donc là, moi, je le sens bien, le grand changement, les grandes transformations au niveau de ma structure depuis ces dernières années. Et je pense que toutes les personnes qui ont du Capricorne assez marqué dans leur thème pourront aussi le dire. Et puis maintenant, c'est le Verseau. Moi, je suis ascendant Verseau, donc toute la conjonction Jupiter, Saturne, le carré à Uranus de cette année. J'allais dire, autant l'année dernière, c'était beaucoup ce qu'on appelle la croix cardinale en astrologie, donc les signes du Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, qui forment une sorte de croix. Et cette année, c'est la croix suivante qui s'appelle une croix fixe, qui est Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Donc là où on va avoir ces planètes, c'est aussi ce qui est intéressant parce que
finalement, ce qu'on appelle les énergies cardinales, elles ouvrent quelque chose, et les énergies fixes, elles font perdurer. Donc c'est difficile. Les énergies fixes, hein, donc les 4 signes fixes que j'ai cités, leur difficulté, c'est le changement. Et là, c'est ce qu'on leur demande. Donc il y a aussi ces résistances et ce besoin de changer. Hein. C'est un peu l'ambivalence de 2021, j'allais dire. Oui, ça va être intéressant, moi qui ai ma lune en Lion et qui suis Scorpion. Ça va être Moi, Taureau sympathique. Verseau, c'est sympa aussi. C'est vrai, on s'est pas retrouvé par hasard. Et d'ailleurs, peut-être autour de tout ça, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler donc de cette année 2021, de peut-être des grands mouvements et on sait que, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de prédiction précise. Qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu sens toi par rapport à cette année, par rapport aux grands mouvements dans le ciel? L'aspect majeur, c'est l'aspect, ce qu'on appelle entre la planète Saturne, qui va représenter la fonction limite, pour faire simple. C'est aussi l'autorité, la maîtrise, et Uranus, qui est l'irrévérence, le révolutionnaire et la rébellion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup dans les cercles, tu sais qu'on est dans l'ère du Verseau, et Saturne et Uranus sont les 2 planètes liées au Verseau. Donc il y a quelque chose qui va, enfin je trouve, si on regarde les symboles et le fait qu'elles fassent un aspect en astrologie qu'on appelle carré, un carré c'est une tension. C'est-à-dire qu'elles veulent pas forcément la même chose, mais elles savent pas comment s'entendre. Donc il y a Saturne qui va nous parler d'une forme de restructuration, d'un réordonnement. Saturne, c'est aussi au sens, c'est le principe de réalité, et le principe de réalité saturnien. Alors surtout en France, au Guatemala, on est moins touché, on est plus dans Uranus, dans le chaos, mais c'est les règles, les restrictions, l'institution, l'État, la sensation de limite. Et la spécificité cette année, parce que Saturne était déjà bien présent en 2020, mais cette année, alors le premier point de contact, c'est le 19 février, il rencontre Uranus. Et Uranus, c'est le rebelle. Donc on peut imaginer, au niveau collectif, c'est difficile, mais qu'il va y avoir une tension entre un besoin d'insurrection, une rébellion, et puis quelque chose qui veut visser, qui veut pas changer en fait. Hein. Saturne, c'est je maintiens l'état des structures. Uranus, c'est non, c'est la vision. On associe parfois Uranus au mythe de Prométhée. Prométhée, c'est celui qui va voler le feu aux dieux pour illuminer l'humanité. Donc il y a un besoin de changement. Et je pense que comment on peut le sentir au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de nos individualités, il y a Uranus qui a envie de tout faire exploser dans notre thème, qui a envie de mettre en place des choses, qui se dit j'en peux plus de certains fonctionnements, ou j'en peux plus de ce job, j'en peux plus de cette relation. Et il y a Saturne qui lui dit oui, mais vu le contexte actuel, ou comment tu dois intégrer le temps humain. J'allais dire, Uranus, c'est le côté visionnaire, tu sais, c'est notre intuition, c'est le 3e œil, c'est je vois le possible, je vois le futur. Et Saturne, c'est un peu ça peut être le rabat-joie ou le vieux sage. Hein. Donc, je crois qu'on a le choix entre est-ce qu'on va aller dans le Saturne qui est aigri, qui va dire ah c'est pas possible, c'est la faute à l'État, c'est la faute au truc, c'est la faute au karma, c'est la faute à Saturne. Hein. Ou la sagesse de Saturne, c'est je retourne à ce qui est essentiel en fait. J'accepte ce qui est, j'accueille ce qui est, et en fonction de ça, je vais réordonner mes structures profondes, mes projets profonds pour quelque part m'engager vraiment sur ce possible que j'ai envie de créer ou que je vois, en acceptant peut-être qu'il y a un temps humain, un temps de l'incarnation, quelque chose qui fait que ça va peut-être pas aller aussi vite que ce que je voudrais. Et les 2 planètes sont dans le signe du Verseau et Taureau. Uranus est en Taureau, donc il y a aussi quelque chose vraiment qui nous invite à revenir aux valeurs de la Terre, revenir aux valeurs du corps, revenir au cycle. Hein. Donc il y a aussi quelque chose peut-être où on est obligé de s'arrêter, mais c'est peut-être pour reconnecter avec une sagesse des cycles. Le Taureau, c'est la grande déesse, le mythe de la grande déesse. Donc cette sagesse du cycle, parfois qu'on parle du féminin, qui est c'est pour ça peut-être qu'autant de gens actuellement sont fascinés par la Lune. Pourquoi ? Parce qu'elle nous ramène à un tempo cyclique qu'on n'a plus forcément. On nous dit c'est quoi ton objectif ? Il faut y arriver. Et les cycles lunaires vont nous rappeler qu'à un moment donné, il y a la phase de la lune noire où on ne sait pas trop, c'est un temps de jachère, la plante elle est en train de faire un truc dans le sol, on voit pas trop. C'est d'accepter ces temps de latence en fait. Oui, et puis après, je sais pas ce que tu perçois du coup pour la suite de l'année.
On est pas mal à pressentir que ça va un peu continuer à monter en sauce jusqu'au printemps. Alors, il y a plein de spéculations sur avril-mai, comme C'est parce que c'est le deuxième point de contact. Alors, le deuxième point de contact est en juin. Mais forcément, les planètes, surtout, alors je suis pas spécialiste, mais quand on regarde ce qu'on appelle l'astrologie dite mondiale, qui est en fait comment ça impacte ce qu'on appelle les orbes en astrologie, c'est ce qui nous permet avec précision de voir quelles dates sont plus larges que pour nos destinées individuelles. Donc c'est pour ça en effet que les gens parlent du printemps. Après, c'est difficile. Est-ce que ça va être Uranus qui va prendre le dessus et faire la révolution, ou est-ce que Saturne va serrer les vis? Ouais. Oui, c'est ça. C'est de la spéculation. Non, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe autour du 19 février. Autour du 19 février, et puis il y a quand même aussi Jupiter dans l'équation qui a déjà passé. Et Jupiter, c'était quel est le nouveau sens que j'ai envie de dégager. Et puis il y a quand même un aspect qui est... Alors je veux pas, tu me dis si je vais trop technique dans le langage astrologique, mais il y a un aspect avec ce qu'on appelle Chiron, je sais jamais comment le prononcer, qui est le thérapeute blessé, et Chiron vient mettre beaucoup de guérison. C'est un peu la clé de l'holos. D'ailleurs, si vous voulez taper sur internet Chiron, donc c'est Chiron, il a la forme d'une clé. Donc il y a aussi quand même, je sais pas si c'est une promesse ou quelque chose qui nous dit qu'il va quand même y avoir aussi beaucoup de réalignement, un réalignement profond. Alors peut-être au niveau individuel, et qu'on atteindra une masse critique qui permettra que ça ait un impact au niveau collectif. Je sais pas. Je pense qu'il faut beaucoup cette année accepter de pas savoir. Même si on lit les étoiles. On est un petit peu là-dedans depuis déjà l'année dernière, ça c'est sûr. C'est sûr. Et comment est-ce que tu pourrais conseiller justement d'utiliser l'astrologie comme clé d'évolution, plutôt pour travailler sur soi? Moi j'entends beaucoup, en ce moment l'astrologie c'est en train de prendre un essor assez grand. Moi ça me passionne, et comme tu dis, il faudrait des années pour pouvoir tout explorer. Mais voilà, comment est-ce que toi tu pourrais peut-être conseiller ou offrir un point de vue sur le fait de pas juste utiliser l'astrologie comme outil extérieur, tu vois, pour justifier ou trouver des raisons, Ouais. mais plutôt que ce soit un travail intérieur? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose c'est marrant que tu dises ça, parce que ça a toujours été un de mes questionnements. Je me dis comment on peut transmettre l'astrologie, mais que ça ne devienne pas que un truc mental qui vient encore rajouter, surtout qu'actuellement le nœud nord il est en Gémeaux, donc qui viennent juste rajouter une dose d'informations qu'on va lire sur les réseaux et qui va juste faire que agiter notre mental. Et comment on peut ressentir en fait l'astrologie et la rendre vivante. C'était Jung qui disait ça, le symbole est vivant. Donc en effet, on regarde des petits symboles sur un thème en 2D, mais en fait c'est vivant et ça parle de nous. Et moi j'aime bien cette idée de voir les planètes comme des personnages intérieurs, qui des fois, ces personnages intérieurs, comme on parlait de Saturne, se traduisent par un personnage extérieur. Donc Saturne, ça peut être l'état qui me limite à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça peut être quelle est ma maîtrise, où est mon autorité et quelle est ma sagesse. Donc pour éviter de subir l'extérieur, c'est comment... je trouve que c'est ça, c'est qu'on va rentrer dans ce monde des archétypes et du symbole qui fait pas seulement appel à notre mental, en fait, qui nous dépasse aussi. Le symbole, en plus, il est poly, comment on dit, il a plein de sens, hein, poly, donc je trouve qu'il y a vraiment de se rappeler que quand on lit notre thème, ou quand on parle d'Uranus ou de ça, en fait, c'est des planètes en nous, c'est des forces en nous. C'est pas seulement quelque chose d'extérieur qui se passe, et je trouve que ça crée une forme de reliance avec ces grands mouvements. Ça peut aussi nous calmer, tout simplement, en nous rappelant que tout est cyclique. Donc en fait, 2020, 2021, ils passeront. Parce que les planètes, elles partiront, elles changeront de signe, elles feront d'autres aspects, elles nous laissent un apprentissage. Et je trouve que ce qui est passionnant, c'est de voir aussi et on en parlait, hein, t'as du lion, du scorpion, c'est soi-disant des planètes en carré. Donc en fait, ces tensions entre différents personnages de notre thème, donc par exemple entre Saturne et Uranus, ou Mars et Vénus, c'est-à-dire que Vénus, ça va être je désire ça, Mars, je vais agir sur mes désirs. Quand ils sont dans des signes qui ont du mal à s'entendre, c'est intéressant de voir en nous qu'en fait, il y a une partie de nous, peut-être, on va dire une Vénus en taureau, qui veut de la sécurité, rester tranquille chez elle,
Et on pourrait imaginer un Mars en Verseau qui lui veut la liberté. Et moi j'ai envie d'être libre et j'ai envie d'appartenir à personne et toutes ces choses-là en fait. Donc je trouve que c'est un astrologue qui s'appelle psychanalyste Éric Béru. Il dit qu'il faut honorer nos planètes. Et je trouve que l'astrologie peut-être nous permet d'honorer différentes facettes de nous-mêmes. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup, tu sais, avec les archétypes féminins. C'est que y a l'archétype de la prêtresse, il y a l'Amazone, il y a l'épouse sacrée, il y a la mère divine. Et en fait, c'est comment on honore chacune d'elles. On n'est pas obligé de choisir, on n'est pas obligé de s'identifier à un archétype. C'est notre capacité de les faire dialoguer en nous, en fait. Et ça peut peut-être nous permettre aussi d'accepter que dans l'extérieur, il y a des forces en présence qui sont magnifiées actuellement, qui sont assez contradictoires, en fait. Oui, c'est vraiment là où on se rejoint et de cette idée d'incarner l'astrologie et puis de faire un retour à l'intérieur de soi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce concept d'astrologie incarnée, parce qu'on en a discuté déjà plusieurs fois. Et moi, ce qui à chaque fois me frustrait, c'était que on se cache derrière des concepts spirituels. On se dit, voilà, oui, mais moi j'ai ça parce que j'ai ça dans mon thème, moi j'ai ça parce que j'ai telle vie passée, etc. Et ça finit par devenir quelque chose qui justifie le fait qu'on va pas regarder à l'intérieur, alors que tout ce qui est à l'extérieur, comme tu dis, est une invitation à regarder à l'intérieur. Et comme tu parlais aussi du cycle lunaire, c'est pareil, on peut tout à fait choisir de voir une pleine lune en disant « Oh là là, elle est forte, elle me secoue, du coup c'est pour ça que j'ai de la colère et puis basta ». Ou alors aller regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Oui, exactement. C'est comme un petit peu, pour reprendre l'idée du Verseau, ça peut être « je suis Verseau, je suis libre, j'appartiens à personne », mais l'ombre du Verseau, c'est la peur de connecter au cœur, parce qu'il a peur d'intégrer le lion en face. Donc c'est vrai, ça veut dire que quand on a du Verseau, on a besoin de liberté, mais tout archétype est ombre et lumière. Donc dans quelle mesure, à un moment donné, en fait, on n'est pas en train de justifier « je suis libre » pour pas aller regarder ou pour pas aller toucher ou pour pas aller reconnecter à notre ressenti profond, pour faire un bypass, en fait, quelque part. Et c'est pareil aussi quand... et puis même, je trouve que même si on a des configurations planétaires qui nous disent combien de fois, des fois, j'ai des personnes en séance qui me disent « Ah oui, mais on m'a dit que de par mes planètes, je devrais être, je sais pas, thérapeute. » Et la fille, elle a envie d'être artiste. Mais en fait, rien n'est conditionné. On peut toujours regarder... c'est pas parce que je me rappelle avec Chiron à l'ascendant, c'est pas parce qu'on a Chiron à l'ascendant qu'on doit être thérapeute. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est comme tu dis, ça peut être aussi des justifications mentales finalement ou des excuses de se dire pareil. Moi, je trouve que trop regarder ces transits ou ce qui va nous arriver, faut faire attention. Moi, je dis la meilleure façon, c'est regarder un peu ce qui se passe, oublier les dates et après corréler pour donner du sens. Mais parfois, anticiper l'événement, en plus, on est déçu. Souvent, tu te dis, je rappelle, je l'ai fait souvent. Oui, donc alors là, j'ai Jupiter sur mon ascendant vendredi. Alors si je m'attends à ce que tout d'un coup, c'est un nouveau cycle, il m'arrive quelque chose ou samedi, il va pas forcément m'arriver grand-chose. Donc en fait, souvent se prédisposer parce qu'on se dit, ça y est, j'ai un super transit ou un truc catastrophique. Hein. En fait, généralement, je sais pas, peut-être la vie nous fait un clin d'œil en nous disant, non, peut-être c'était un mouvement intérieur, ça s'est pas forcément traduit à l'extérieur de toi, ou ça enclenche quelque chose. Pareil, des fois, il y a des personnes qui disent, oh, mais j'ai Saturne. Et en fait, Saturne peut être aussi une formidable occasion de réordonner sa vie, de réagencer les choses, d'acquérir une forme de maturité émotionnelle. Ça veut pas forcément dire qu'on va se séparer ou que tout d'un coup, tout va être catastrophique. Oui, c'est comme la notion de bien et de mal. Moi aussi, parfois, j'ai des personnes qui me demandent, oui, moi je suis ascendant cancer et je sais pas quelle autre conjonction. Est-ce que c'est bien ou alors, oui, moi j'ai ça, on m'a dit que c'était pas facile, mais on est tellement dans cette recherche à chaque fois de validation extérieure. À essayer de savoir si c'est bien ou mal, alors qu'en fait tout est potentiel, il y a rien de bien ou de mal. Oui, c'est comme des fois il y a des gens qui sont déçus par leurs signes, comme s'il y avait des signes plus cool que d'autres. Oui.
Bah oui, mais en fait, c'est des modes, on va dire, bah, peut-être actuellement, c'est cool, je sais pas, d'être Verseau, je dis n'importe quoi. Tu vois, mais c'est pas cool d'être Cancer parce que, ah non, le pauvre Cancer, il est sensible et puis il est un peu dépendant affectif. Enfin, c'est des clichés, en fait. Si on va plus loin, le Cancer, c'est ce formidable accès au monde des images, à l'imaginaire, à l'imaginal, cette capacité à symboliser. Et ça, en fait, moi, je trouve qu'il y a toujours différents niveaux dans les signes. Et il faut toujours aller chercher... comme le taureau peut être l'argent, mais c'est aussi le signe de la grande déesse. Et quand on voit son glyphe, c'est cette coupe qui symbolise notre utérus et on se sent soutenu par la vie. Donc en fait, il y a toujours des manières de voir aussi. Et pareil, des fois, c'est important de regarder le niveau argent. Et peut-être que des fois, c'est important de regarder le niveau déesse. C'est ça qui est beau, c'est qu'on peut aller du plus, je sais pas si c'est banal, mais tu vois, du plus basique dans notre thème au plus subtil, en fait. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, peut-être, est-ce que tu voudrais te prêter à l'exercice d'essayer en un ou deux mots-clés à chaque fois pour les signes, oui, si tu veux. D'indiquer l'ombre et la lumière pour que les personnes arrivent à voir qu'il y a toujours une ombre et une lumière. Ouais, donc on commence dans l'ordre de la roue, hein, ça te va? Donc le bélier dans sa beauté, c'est celui qui sème une graine, donc c'est quelqu'un qui va ouvrir, défricher des nouveaux sentiers. L'ombre du bélier, ça pourrait être au nom de l'ombre part toujours de la lumière, tu vois, c'est au nom justement de je dois ouvrir de nouveaux sentiers, je suis un bulldozer qui rase tout sur son passage et prend pas du tout en compte les sensibilités d'autrui. Tout la balance en face qui vient lui rappeler il y a d'autres personnes qui existent, hein. Donc c'est pas un égoïsme au sens du lion qu'on verra après, c'est plus je suis tellement dans mon projet de faire semer ma graine, quoi, hein. Donc je me ferme à ce qui se passe autour parce que je suis trop dans mon truc. Et donc comme il a aussi beaucoup de feu pour démarrer, l'ombre ça peut être je me mets aussi aux colères ou je pars au quart de tour. J'ai du mal à maîtriser mon feu parce qu'il est tellement... C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on en parle, finalement, l'ombre part toujours de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours... c'est cette même énergie du feu qui, tirée dans son extrême, devient ombre, en fait. Le taureau, c'est la capacité à créer des formes qui sont habitées par la beauté, hein. C'est le signe lié à la beauté des formes. L'ombre de ça, c'est qu'au nom de créer mes formes, je reste statique dans ma forme, donc c'est l'inertie. J'ai créé une forme, je suis content, je reste assis, quoi. Je bouge pas, hein. Je suis dans la fixité de quelque chose, où je deviens attaché à la forme que j'ai créée. D'où le scorpion en face qui lui apprend le détachement, que tout est impermanent, hein. C'est l'attachement au monde de la matière, le taureau, dans son ombre. Et la beauté du taureau, c'est cette capacité à rendre beau la matière, à l'habiter pleinement, à l'incarner pleinement. Le Gémeaux, c'est celui qui est capable de tisser des liens, de tisser des ponts, de transmettre l'information, tu vois, d'être ce passeur entre les êtres, entre le ciel et la terre, qui va capter l'information comme ça avec les petites ailes de Mercure en étant très rapide. Je suis désolée, je sais pas si tu entends les bombes du Guatemala. Ils aiment tirer. Ah oui, dans le ciel, ils tirent des bombes. Mais j'ai compris que c'était pour que les mauvais esprits, en fait, paraît-il. Oh, d'accord. Voilà. Et par contre, l'ombre du Gémeaux, c'est la dispersion, c'est-à-dire j'ai tellement besoin d'informations que je vais la chercher à l'extérieur et toi t'en penses quoi, t'en penses quoi, et je vais lire 10 000 bouquins sur le même sujet et en fait je vais me perdre complètement et je vais me déconnecter, et d'où le Sagittaire en face qui l'aide à synthétiser. Donc l'ombre du Gémeaux, c'est la dispersion, ou comme le dit Luc Biget aussi, que j'aime beaucoup, il dit le Gémeaux c'est la quête du sens, mais tellement tout fait sens que plus rien ne fait sens. Tu sais, c'est un peu l'ombre actuellement de chercher non mais parce que j'ai vu tel symbole et parce que c'était blanc, puis après j'ai vu 3. Puis tu sais, et tu dis mais oui, c'est et en fait ça s'est perdu juste dans les symboles et dans les signes, mais on sait plus quelle était la base du truc. Ouais, on voit beaucoup ça en ce moment. On voit beaucoup, hein. C'est quelque part c'est normal, l'axe qu'on travaille beaucoup collectivement au niveau des nœuds karmiques, c'est Sagittaire Gémeaux. Donc c'est défaire les grandes vérités en s'ouvrant à être flexible, mais peut-être qu'on tombe dans l'ombre du Gémeaux qui a à devenir tellement flexible et remettre tout en question, voir des signes de partout. À la fin, on perd le sens avec un grand S.
Le cancer, sa beauté, c'est cette énergie très nourricière, très maternante, tu vois, qui prend soin du germe. Hein. Moi, je vois beaucoup en images, donc vous pouvez, si vous voulez, au moment d'écouter, regarder les symboles. Mais le symbole du cancer, c'est je prends soin de la graine, tu sais, je prends soin de l'essence de l'être. Donc je protège, que ce soit ma famille, que ce soit mon être. L'ombre, c'est que je reste confortable dans mon utérus et dans mon cocon, avec une tendance un peu à l'infantilisme, c'est j'ai pas envie de sortir dans le monde, hein, Capricorne, j'ai pas envie d'assumer mes responsabilités parce que je suis douillet là, je suis douillet dans mon cocon, dans mes sécurités émotionnelles, donc je veux pas sortir à l'extérieur. C'est le Capricorne qui apprendra au cancer à se responsabiliser. Le lion, le lion, on voit, il y a une continuité avec le cancer. Je me suis déployée, ma graine peut sortir au monde, je brille, j'irradie mon trésor, j'irradie. Il y a une force solaire dans le lion qui va irradier quelque chose. L'ombre du lion, pour moi, c'est vraiment symbolisé par quand en fait je suis dans la périphérie de mon centre. Donc je cherche à retenir l'attention. C'est-à-dire, je suis pas dans mon soleil et j'irradie, mais j'ai envie d'être un soleil. Donc j'ai envie que les gens m'aiment et m'applaudissent. Et c'est intéressant parce qu'on est dans l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui est en face? Le lion. Qu'est-ce qu'on voit actuellement, l'ombre sur les réseaux sociaux? C'est l'envie d'être applaudi. Hein, alors que et c'est toute la difficulté de la posture peut-être liée à ces réseaux, c'est que comment on peut trouver notre place pour irradier ce qu'on a envie d'irradier. Et l'ombre, ça va être je vais être dépendant de devenir un soleil, donc que les gens me mettent sur un piédestal ou je sais pas. Donc le Verseau vient rappeler au lion que tout trésor ou toute lumière est au service du collectif. Sinon elle est vaine, ou on a la couronne pour soi, quoi. Après, la Vierge, je l'ai oublié, je me dis qu'est-ce qu'il y a après. Alors la Vierge, qui a souvent une mauvaise réputation, hein, pauvre Vierge, la Vierge, c'est le signe du petit. Moi, je trouve que moi j'appelle le signe de l'infiniment petit. C'est cette qualité de trouver que dans les petits, dans le quotidien, dans les petits détails, dans les petits rituels, dans les petits mots MAUX de notre corps, il y a une signification qui nous connecte au tout. L'ombre de ça, ça vient de la lumière, ça va être je suis tellement focalisée sur le petit, puis en plus je deviens critique parce que j'aspire au tout, mais je vois bien que je suis pas dans cette perfection auquel j'aspire, donc je deviens très critique, je deviens très renfermée ou très contrôlant par rapport à mes routines, il faut que je contrôle tout pour maintenir l'ordre. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Le poisson. Le poisson vient rappeler à la Vierge qu'elle contrôle rien du tout parce qu'il y a le chaos cosmique qui va généralement toujours faire foirer un peu ses plans ou ses rituels. La Balance, donc là, les 6 premiers signes qu'on a évoqués, hein, c'est les signes, souvent on dit du processus d'individuation, et dans la Balance, on s'ouvre à l'altérité. Hein, c'est le premier signe qui va s'ouvrir à l'autre. La Balance, c'est cette beauté justement de maintenir des relations de paix, d'équilibre et d'harmonie. L'ombre de la Balance, c'est au nom justement de je veux maintenir l'harmonie, je vais surtout pas aller au conflit, je vais surtout être d'accord avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre le jeu du bélier, on va perdre le centre, on va perdre la graine, on va être occupé à maintenir, alors que lui soit content, que mes parents soient contents, que tout le monde soit content. Hein. Mais par contre, dans sa beauté, c'est cette capacité d'être un médiateur, de comprendre les autres et de tisser la paix. Mais pour ça, je fais toujours l'écho, on revient à la boucle, c'est d'intégrer le bélier, c'est à un moment donné de dire je suis et de pouvoir trancher et de pouvoir entreprendre aussi ses propres projets ou de suivre ses propres désirs. J'allais dire, le défi de la Balance, c'est de prendre le risque de déplaire pour se plaire. Oui, ça c'est sûr. Le Scorpion, le Scorpion, c'est le signe des profondeurs. C'est celui qui va aller explorer. Quand on est fasciné par l'ésotérisme ou toutes les dynamiques inconscientes, c'est le Scorpion qui a toujours ce besoin de se transformer, de changer de peau, d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est plus profond. L'ombre du Scorpion, c'est qu'il reste dans ses profondeurs et que ces profondeurs deviennent l'obscurité et que ils se perdent un peu. Je me rappelle un prêtre maya qui m'avait dit ça. Les mayas, ils disent Xibalba pour le monde des enfers. Ils me disent que les gens oublient, c'est qu'ils oublient de remonter à la surface. Je trouve que c'est un peu l'ombre du Scorpion. C'est que j'ai tellement voulu chercher le truc qui allait pas, mais donc je reste prisonnier du drame ou des nœuds que j'ai fait. J'oublie que des fois, je peux remonter. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Le taureau, aller regarder l'arbre, prendre soin des fleurs, prendre soin du soleil, tu vois, remonter à la surface. Et que tout n'est pas obligé d'être tragique et drame et complexité.
et exploration. C'est revenir à être présent à ce qui est. Donc on pourrait dire l'ombre du scorpion, c'est rester prisonnier des drames qu'il a voulu explorer en fait, pas arriver à remonter à la surface et oublier qu'il y a la transformation et la promesse c'est le phénix, donc c'est bien renaître de ses cendres, c'est pas rester à l'état de cendre. Le Sagittaire, alors là le Sagittaire on est quelque chose de différent par rapport au Scorpion. Le Sagittaire fuit le Scorpion. On dit toujours que le signe d'après fuit le précédent en gardant l'essence. Donc le Sagittaire, c'est je veux aller vers les horizons nouveaux, je veux m'expandre dans, tu vois, je cherche cette étoile, je cherche le cosmos, j'ai envie de voyager très loin. C'est beau. Enfin, il y a cet élan d'optimisme et de foi. L'ombre pour moi du Sagittaire, c'est justement qui tout va bien, quoi. C'est pas tout va bien, mais c'est je veux pas aller voir ce qui va pas. Ou j'essaye toujours aussi. Je me rappelle, je trouve que c'était drôle. Un Sagittaire quand il va pas bien, alors quelqu'un qui a la lune en Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ou je vais acheter un billet d'avion. Alors là, j'imagine que les Sagittaires en ce moment ils sont un peu bloqués. Ils peuvent plus aller explorer. Ils peuvent plus, en tout cas, la nécessité de dépasser les frontières du connu ne peut plus passer par les voyages. Ils sont obligés peut-être d'élargir leur conscience par d'autres formes. Oui, moi j'ai Vénus en Sagittaire, je peux te dire que ça me fait bien travailler en ce moment. Donc voilà, l'ombre serait de ne pas accepter d'atterrir pour le Sagittaire. Ou quand il atterrit, principe de réalité, ça fait un peu mal. Et ensuite, on a le Capricorne. Donc l'énergie du Capricorne, dans sa beauté, c'est quand même le signe de l'élévation. Il y a un besoin d'ascension, alors pas l'ascension au sens qui peut être l'ombre aussi du Capricorne, la fin justifie les moyens, mais le Capricorne a un besoin d'essentialiser les choses, il y a un besoin d'aller à l'essentiel, il y a un besoin de se dépouiller. C'est parfois le signe lié au vieux sage, à l'ermite, au maître ascensionné, tu vois, quelque chose qui est j'ai besoin de m'élever dans la matière en sachant que quand je me serai élevée, en fait c'est la porte des cieux. L'ombre, c'est qu'ils oublient peut-être que leur élévation dans la matière, c'est qu'il y a la porte des cieux. C'est pas je m'élève pour avoir la meilleure position professionnelle ou pour accumuler, je sais pas, une sorte de prestance sociale. Donc l'ombre du Capricorne pourrait être une forme aussi de rigidité, de vouloir, tu sais, avoir des objectifs et s'y tenir et ils en deviennent rigides. L'ombre du Capricorne, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle les loups aux dents longues, tu sais, qui ont beaucoup d'ambition, une ambition un peu démesurée. Oui. Pour quelque part une forme de contrôle, mais un contrôle qui vient du pouvoir. Là où le Scorpion, il veut peut-être plus contrôler les forces émotionnelles, le Capricorne, il veut contrôler, il veut un pouvoir matériel. Le Verseau, maintenant. Le Verseau, c'est le signe de l'universalisme, de la fraternité. Pourquoi on parle de l'ère du Verseau? Maintenant, tu sais, tout le monde est frère et sœur, quoi. Ma sister, mon brother, c'est un peu ça le Verseau. On est tous un. Alors c'est pas le poisson, mais c'est vraiment ça. C'est ces grandes communautés où on a des idéaux communs pour un monde meilleur. Love and Light, ce serait plus poisson. Le Verseau, c'est plus oui, cet universalisme écologique. L'ombre du Verseau qu'on voit actuellement, je pense que tous les gens qui étaient fascinés par le Verseau maintenant se rendent compte qu'il y a quand même une ombre, c'est les ismes, fanatisme, totalitarisme. C'est au nom d'un concept, on va justifier une politique pour l'ensemble de l'humanité en faisant fi des individualités. Pourquoi ? Parce qu'il est déconnecté du cœur. Donc c'est au nom de j'ai besoin de sauver l'humanité ou je veux quelque chose, tu vois, qui soit mieux, ou je pense que c'est bon que tout le monde ait accès à je sais pas quoi. On va un peu comme les communismes, on va museler l'individualité. Et je pense que c'est tout le challenge. C'est tout le challenge de cette époque. Et c'est aussi l'hyper-technologisation. Tu vois, il y a une froideur dans le Verseau, d'où le lion en face, la chaleur du cœur, qui peut rendre les interactions sociales si froides. Donc un des défis du Verseau, c'est de redescendre dans le cœur. C'est d'oser avoir des sentiments, tu vois, entre guillemets. Le Verseau, c'est ce qu'on voit aussi tout, tu sais, l'union libre, on n'est pas attaché, j'appartiens à personne,
Tu vois, surtout, c'est le Verseau dans toute sa splendeur. C'est la caricature du Verseau. Non, mais on est Camille, c'est très ça, c'est très Verseau. Ouais. Surtout, on s'attache pas. Voilà. Le Poisson. Alors, le Poisson, c'est le signe le plus mystérieux du zodiaque qui rassemble tous les signes précédents. L'ère du Poisson, on l'a bien vu, hein, c'est l'ère qui est très liée au christianisme, donc il y a quelque chose très lié à l'amour inconditionnel, à la rédemption, au sacrifice, sacrifier l'ego, hein, au nom de tout éteint. Hein. C'est aussi l'ombre du Poisson, c'est que au nom de tout éteint, je vais me sacrifier, je vais pardonner, ça va être du bypass spirituel, un peu comme ce qu'on disait, c'est le Poisson, ça peut être non, je vais renier ma colère parce que je sais qu'il y a des principes spirituels supérieurs qui me disent que tout est un et qu'on est tous amour, qu'on est tous love and light, quoi. Et je vais pas aller voir ce qui va pas. Hein. Heureusement, des fois, ça vient balancer la Vierge, parce que la Vierge qui est en face peut être un petit peu critique et aller voir le petit détail. Mais le Poisson, c'est souvent où moi j'ai Neptune conjoint au nœud sud et une maison 1 bien Poisson aussi, même si mais c'est, tu sais, aussi beaucoup, on plane un peu, on va connecter, je sais pas, à l'arbre. Il y a un côté un peu flou, ce qui fait que des fois on a l'impression que les gens disent t'es pas très, un peu éthéré, hein, qui fait qu'ils ont du mal à atterrir et que des fois ça peut être une fuite. Ça va être je vais fuir dans les plans subtils parce que j'ai pas forcément envie d'aller en face Vierge ordonner ma réalité ou mon quotidien. Donc je fuis le quotidien et le signe du Poisson est un des signes les plus propices aux addictions. Pourquoi ? Parce qu'il cherche les paradis artificiels, comme dirait Baudelaire. Voilà. Et après, la boucle est bouclée. On retourne de cette indifférenciation du Poisson à la graine, et c'est l'Ouroboros. Et on ne sait pas où ça a commencé et où ça finit. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, je trouve que c'est super qu'on ait pu faire le chemin des signes dans le podcast comme ça permet vraiment aux gens de pouvoir voir qu'il y a un potentiel et qu'il y a de la lumière et de l'ombre dans tous les signes. Et après, moi, je peux que vous inviter à approfondir. Alors, il y a plein de façons de le faire. Caroline, elle propose des thèmes en visio qui sont magnifiques. Tu proposes différentes choses, parfois des conférences aussi. Oui, je proposais des webinaires. Et puis, je pense que je vais enfin lancer une formation parce qu'on me demande en mars. Mais oui, il y a le thème de naissance, hein, avec toujours cette approche mythique, archétype. Je fais aussi un thème plus sur les astéroïdes féminins, donc sur l'archétype de la prêtresse, qui sont liés avec les astéroïdes. Et aussi un thème dit plus karmique, mais après j'aime pas forcément alimenter avec, tu sais, c'était quoi votre vie passée, mais c'est plus le thème où on va encore plus en profondeur dans quel est notre bagage, d'où on vient et où on va, en fait. Donc en fait après moi je sais pas toi, mais je trouve que des fois c'est difficile parce que quand on voit une information, même si la personne elle a pris un thème ABC, on va pas dire parce que non, vous avez pas pris le thème karmique. Enfin, oui, c'est ça. Quand tu vois des choses, t'as envie de les partager. Exactement. Donc il y a quelque chose qui se joue, je trouve. Finalement, on est des interprètes, hein. Moi, je trouve qu'on est des traducteurs. Hein. On sait le langage, on traduit. Donc, en fait, il y a qu'est-ce qui se joue entre le thème de la personne et la personne, et on est là comme une tierce personne qui vient traduire le langage symbolique en fonction aussi de. Moi, je regarde toujours ce qui se passe en ce moment, parce que souvent, moi, je dis il y a toujours des symptômes des planètes. Et souvent, quand les gens te parlent, même sans avoir regardé leur thème. Alors, quand c'est de la frustration, la sensation de limite, tu dis, il doit y avoir un Saturne quelque part. Quand Uranus, c'est j'étouffe, j'en peux plus, j'ai envie de partir, je suis libre. Neptune, c'est le flou, je sais plus. Là, tout d'un coup, c'est le grand flou, mais des fois, j'ai des moments de grâce. Pluton, c'est l'impression qu'on doit transformer nos ombres et qu'il y a un truc là en profondeur qui veut sortir de nous. Voilà. Donc, en fait, toute planète, j'allais dire, a un symptôme. Et après, c'est aussi ce que je voulais dire, les signes. Souvent, on connaît notre signe solaire. Hein, quand on dit « je suis taureau, je suis scorpion », c'est le soleil. Mais en fait, il y a beaucoup de planètes qui sont dans d'autres signes. Donc, en fait, des fois, moi, je trouve que le soleil, c'est le soi. Donc, c'est le chemin du héros. C'est vers où on va. Donc, parfois, on peut être plus identifié à notre ascendant, à notre lune,
ou si on a beaucoup Vénus, Mars, Mercure, qui sont les planètes dites personnelles dans un signe, ça peut être aussi très dominant. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est là où c'est beaucoup plus riche que le simple signe solaire, en fait. Ah oui, oui, elle est au-delà de, bien sûr, elle est au-delà de juste cet aspect solaire. En regardant tout le thème, c'est pour ça que les horoscopes, c'est un petit peu une blague par rapport à tout ce qui J'allais dire, mais bon. ça peut être très bien fait, mais c'est généralement ce que font les horoscopes, c'est qu'ils mettent, par exemple, si tu dis je suis Soleil en Scorpion, on va faire le thème comme si ton ascendant était Scorpion et regarder dans quelle maison, donc les champs d'expérience, sont tes planètes. Mais ça va être quelque chose de très général. C'est généralement vrai que actuellement tous les gens taureaux, on va avoir Uranus sur une période de 7 ans qui va toucher soit c'est qu'on est ascendant taureau ou notre ascendant taureau ou soleil en taureau. Donc il va y avoir un changement assez fort au niveau de l'identité, de la personnalité. Mais bon, après dire ça, les horoscopes où ils les font tous les jours, je suis désolée, le seul truc qui change tous les jours, c'est la lune. Donc faire un horoscope basé sur une lune qui change tous les jours, et qui change de quelques degrés pour que ça affecte un signe sur 30 degrés, des fois c'est ça, ouais. Oui, il faudrait faire un horoscope vraiment adapté à ton thème et puis sur une année, quoi. Après, l'horoscope, il y a des gens des fois qui arrivent à faire ça, mais ça va être très général. Hein. Donc, et puis pareil, si on a notre Soleil, mais on a Saturne à côté, tout de suite, c'est pas exactement ça. Tu vois, c'est là où on voit Pareil, quand on parle des pleines lunes ou quand on écrit sur les aspects, là, Mercure est rétrograde depuis dimanche, parce qu'on enregistre, donc. Surtout les gens qui vont être affectés, c'est les gens qui ont entre 20, je crois, c'est 25 degrés et 11 degrés du Verseau. Et donc forcément 11 degrés, 25 degrés du Lion ou 11 degrés, 25 degrés Taureau-Scorpion. Après les autres, oui, aussi, mais peut-être un peu moins. Donc pareil, moi je trouve toujours que Mercure rétrograde a très bon dos. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, rien ne fonctionne parce que c'est Mercure rétrograde. Alors que la symbolique de Mercure, c'est quand il était rétrograde, il était dans le monde du dessous, puisque c'était le seul dieu qui aidait les âmes à passer de l'autre côté de l'invisible. Donc en fait, pourquoi rien ne fonctionne à l'extérieur? Parce qu'on doit juste aller chercher l'information à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas très grave finalement. Bon, c'est vrai qu'il faut éviter d'acheter des téléphones, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai acheté un téléphone dans le dernier Mercure rétrograde, il marche très bien. Voilà, écoute. Non mais des fois on fait les propres tests. Voilà, exactement. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Caroline, pour toute cette richesse et tout ce que tu as pu transmettre dans ce podcast. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui sont inspirées et admiratifs des astres de te suivre. Donc, c'est Caroline Moy, ton site, oui, c'est ça? Oui, je crois. Hein. Oui, c'est carolinemoy.com. Tout attaché, ouais. C'est ça? Exactement. Et puis Instagram, je sais même pas. La fille, tu sais. Je crois que c'est Caroline Moy Astro, j'avais mis, ouais, avec un tiret. Oui, voilà. Ou astrologie. C'est ça, et puis je crois que c'est Astrologie Intuitive sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, des fois, je suis pas la plus avec mes réseaux. Moi, j'ai un peu toujours c'est un des trucs que faudrait que j'écrive un peu plus. Bon, en tout cas, je pense que les gens pourront te retrouver parce que nous, on est toujours en lien. Et puis, donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez contacter Caroline pour des séances. Donc, tu vas potentiellement lancer une formation. Oui. Moi, j'avais fait une vidéo d'introduction aussi au thème sur notre école Pawa. Ouais. Oui, puis je crois qu'on avait fait aussi une fois, tu te rappelles, sur Vénus, elle y est encore. On avait fait tous les signes de Vénus sur YouTube. On n'avait pas fait ça une fois l'année dernière? C'était mais je sais pas, il faudrait que je regarde si je la retrouve. Je crois que quelqu'un il y a pas longtemps m'a dit qu'il l'avait vue. Ah bah peut-être sur YouTube, ça doit. Oui, c'était peut-être sur YouTube, ouais, en effet. En tout cas, voilà, moi je peux que vous inviter à regarder ça. Moi j'ai la formation Astrologie Incarnée qui est plus pour former des accompagnants et des coachs pour utiliser l'astrologie de façon concrète. Donc je suis beaucoup moins calée que Caroline sur le sujet, mais en tout cas, moi ça me tenait à cœur de le transmettre aux Ah bah oui, de toute façon, je pense que c'est formidable de faire ça parce que en fait, je pense que l'astrologie, on peut rien qu'en c'est sans fin, j'allais dire. Moi là, je dois t'avouer, les techniques grecques, elles m'en mettent un coup. Si
Si je m'y croyais, je m'y crois plus du tout. Hein. C'est compliqué. Et puis en plus, il parle avec des trucs. À l'époque, c'était si vous avez Jupiter dans la nativité à l'ascendant, vous avez les dons d'être roi. Enfin, c'est des trucs, tu vois, de l'époque, quoi. Mais c'est très compliqué. Oui. C'est passionnant parce que c'est nos bases. Ah oui, si vous avez un aspect Saturne, Vénus, vous pourriez avoir tendance à visiter les bordels. Non mais c'est drôle, mais c'est passionnant. Mais alors c'est bien complexe, je me casse bien le crâne. Hein. Si je voulais alimenter mon mental, ouais. En tout cas, c'est sûr que c'est toujours très évolutif, donc il y a de la matière, il y a de quoi faire. Ah bah oui. Donc que ce soit avec toi, avec moi ou avec d'autres personnes Exactement. qui font de l'astrologie, et on est de plus en plus, et c'est très chouette parce qu'on a chacun nos façons de voir le ciel, et voilà, moi je peux que vous encourager à vous diriger vers ce qui vous appelle le plus. Donc merci beaucoup Caro pour ce temps, et puis je vous souhaite une très belle. Est-ce que tu veux clôturer en partageant quelque chose pour terminer? Non, peut-être toujours quelque chose qui me venait et moi, ce que j'ai beaucoup aimé de l'astrologie et ce que ça m'a donné personnellement, parce que je suis quelqu'un d'assez intello, un peu mental, mais l'astrologie, ça allie les deux. En fait, c'est-à-dire qu'il y a cette partie intuitive, connectée, et puis ça calme le mental, parce qu'on utilise des symboles, on lit sur des choses. Et moi, ça m'a toujours aidé parce que ça décentre un peu de soi, donc ça évite de s'auto-analyser tout le temps, parce qu'on est sur du langage symbolique. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui ont un peu... on est dans une société où notre mental, avec l'astrologie et les symboles et les archétypes, les mythes, je trouve que c'est un bel outil en fait pour à la fois avoir accès à notre intuition, nous sentir connectés au cosmos, et aussi calmer quelque part notre agitation mentale en utilisant sur notre mental sur quelque chose, tu vois. C'est pas essayer de le faire taire, mais c'est qu'il est tellement absorbé. Après, moi, dans la journée, à penser à Uranus, mais parce que Saturne, tu vois, que je sais pas, ça crée une sorte d'ébullition. Enfin, moi, je trouve qu'il m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup calmé en fait mes agitations mentales. Ok, merci beaucoup Caro, merci pour cet échange, et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. De toute façon, merci. On va rester en lien. Oui, avec plaisir. On fait des chouettes projets. Et puis toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, je vous invite à écouter les suivants, les précédents, et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.